Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Madame la Première ministre, à travers votre nomination, c'est une certaine idée de la République qui s'incarne et dans laquelle peuvent, je le crois, se reconnaître largement les parlementaires au-delà de leurs convictions et de leurs engagements. Une République du travail, celui qui a permis votre parcours. Une République de l'engagement, celui qui, dans toutes vos fonctions, n'a jamais cessé de vous animer. Une République de l'égalité, celle qui s'adresse à toutes les petites filles de notre pays. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je prends la parole après vous, sous l'œil bienveillant de la première femme élue à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce sont encore 2 femmes qui me succéderont à cette tribune. Quel symbole! Au regard de l'histoire de France, des combats qui nous ont précédés, au regard du mépris et des quolibets qu'ont dû ici supporter tant de femmes parlementaires et ministres. Le temps des femmes est venu et c'est historique. Le temps des femmes est venu et il durera. Soyez assurés que nous saurons user de nos nouvelles responsabilités avec bienveillance, mais surtout avec pugnacité. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être les premières, mais bien de nous inscrire dans le temps long. Madame la Première ministre, vous venez de nous exposer la feuille de route que vous fixez à votre gouvernement. Il me revient, en tant que présidente du principal groupe de notre Assemblée, de préciser nos intentions et l'état d'esprit qui nous anime, alors même que nos concitoyens s'interrogent, et c'est bien légitime, sur la capacité qui sera la nôtre, majorité et opposition, à adapter les pratiques parlementaires à la nouvelle donne politique que les Français ont choisie. Nous sommes collectivement dépositaires d'un héritage, la Constitution de la Ve République. Je m'inscris avec l'ensemble des députés de mon groupe dans cette fidélité. Fidélité à celui qui l'a inspiré, le général de Gaulle. Fidélité à ceux qui l'ont fait évoluer, Jacques Chirac et Lionel Jospin et Nicolas Sarkozy. Fidélité au subtil équilibre des pouvoirs que notre texte fondamental pose. Un président légitime, un gouvernement qui a les moyens d'agir, une Assemblée nationale ayant la capacité à légiférer en toute liberté. Voilà le cadre, notre cadre commun, non pas le blocage, non pas l'idée bien peu républicaine que les résultats des élections sont faits pour être contestés dans la rue. Mais cette Ve République, qui nous fait, qui nous tient, et que, dans cette majorité présidentielle, nous voulons faire vivre. Face au temps présent, nous aurons à le faire évoluer de nouveau dans son usage, car les attentes de nos concitoyens sont fortes sur leur association au processus de décision notamment. Mais évoluer, ce n'est pas déconstruire. Améliorer, ce n'est pas trahir le sens des intentions des constituants de 1958. Et le débat que nous avons aujourd'hui nous offre l'opportunité de clarifier, de définir un cap et un chemin. Que les opposants acharnés à la Ve République s'en offusquent, rien de plus normal, ils sont dans leur rôle. Mais que des représentants de partis de gouvernement qui ont exercé le pouvoir en respectant cet esprit de notre Constitution feignent de s'en indigner, voilà qui est plus surprenant. La Ve République, il y a ceux qui veulent l'abattre et ceux qui veulent la faire vivre pleinement. Nous sommes de ceux-ci. Nos institutions constituent le socle de notre action. Elles sont, bien au-delà des bancs de la majorité présidentielle, notre bien commun. Les 10 et 24 avril, puis les 12 et 19 juin, les Français ont fait leur choix. Le choix d'un président fort, largement réélu et pour la première fois hors cohabitation. Le choix d'un Parlement fort, non seulement où les lois se votent, mais où elles s'élaborent. Il n'y a pas les Français qui votent bien et ceux qui votent mal. Il y a le choix des Français. Et de ce choix souverain, nous sommes collectivement dépositaires. D'abord en méthode, en faisant davantage de place à la délibération collective, qui est le socle de notre pacte démocratique. À l'écoute, au débat, aux négociations,
en faisant émerger une culture du compromis. Il faudra mieux associer les parlementaires en amont. Il faudra revoir la fréquence d'examen des textes de loi, car comme le dit le Conseil d'État, quand la loi est bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite. Moins de lois, mieux écrites, mieux négociées, mieux évaluées, pour améliorer concrètement la vie des Français, voilà notre objectif. Il faudra rééquilibrer l'initiative parlementaire entre propositions et projets de loi, et notre groupe y veillera. À tout cela, nous sommes prêts et j'y suis prête. Le choix des Français commande ensuite que nous rassemblions une majorité autour d'un grand dessein, capable de rassembler, au-delà de la majorité présidentielle, tous ceux qui, ayant fait d'autres choix ou s'étant abstenus, se reconnaissent dans l'idée républicaine. Non pas une république inerte, qui, à force d'immobilisme, finit par se recroqueviller, mais une république d'action qui retrouve sa capacité à changer la vie. Le compromis, je le dis clairement, c'est partager un même objectif et c'est trouver un accord sur les moyens d'y parvenir. Et quand cela se fait, cela doit se faire dans la transparence, sans rien cacher de ses intentions. Rechercher des compromis, c'est la nature même du travail parlementaire, c'est la capacité à enrichir notre projet. Le compromis, oui, la compromission, jamais. La situation nous invite à une forme de renaissance républicaine. Cela tombe bien, nous sommes profondément républicains et l'objectif d'une renaissance de nos politiques et de nos pratiques, c'est ce qui justifie l'existence même de notre groupe, ce qui fait sa cohérence, ce qui a réuni des femmes et des hommes qui n'ont pas tous les mêmes parcours politiques ou personnels, mais qui ont décidé de s'engager. La renaissance, c'est donner à notre modèle les moyens d'agir. Cette renaissance doit se traduire en actes. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche qui est la nôtre. Nous savons, ici, que nous formons une assemblée élue par une minorité d'électrices et d'électeurs. La vérité nous impose de dire ici qu'aucun des groupes de notre assemblée, aucune des coalitions déclarées, ne peut revendiquer en conscience d'avoir obtenu la pleine et entière confiance des Français. En revanche, par leur abstention, comme par leur vote, nos compatriotes nous ont placés chacun au pied du mur. Ils nous ont donné mandat pour agir, pour trouver les voies pour que le pays avance. Ils ont formulé une exigence dont nous devons nous montrer dignes pour mériter leur confiance. Quel constat pouvons-nous porter aujourd'hui? Les grands principes que notre République a formulés, installés, concrétisés, sur lesquels se sont construites les oppositions les plus fortes, font désormais l'objet d'un large consensus et il faut s'en réjouir. Plus personne ou presque ne remet en cause le principe de l'éducation gratuite et universelle, du droit à l'accès à la santé, du droit à la sécurité. Plus personne ou presque ne remet en cause la nécessité d'agir pour lutter contre l'ampleur du dérèglement climatique et pour nous préparer aux effets inéluctables des changements en cours. Mais derrière ce relatif consensus sur les enjeux, il y a la réalité, celle vécue par nos concitoyens, qui justifie des réformes, des décisions. La réalité d'une école qui, trop souvent encore, malgré l'engagement de ses acteurs et les moyens qui lui sont consacrés, reproduit les inégalités. La réalité des déserts médicaux et des difficultés d'accès aux soins partout sur notre territoire, malgré l'application admirable de nos soignants et les efforts considérables engagés au cours des dernières années. La réalité d'une insécurité qui mine la vie quotidienne des Français les plus vulnérables, des quartiers de nos villes mais aussi de nos villages, malgré le professionnalisme de nos forces de l'ordre et l'augmentation des moyens de la police et de la justice. La réalité d'un système de retraite par répartition qui est notre patrimoine commun, mais demande à être garanti dans la durée, qui doit intégrer la nécessité de faire progresser les petites retraites et nous laisser les marges de manœuvre indispensables pour faire face aux défis du grand âge. La réalité d'un système social qui figure parmi les plus redistributifs au monde, mais qui n'empêche pas la peur du déclassement ou la crainte de ne pas réussir à boucler la fin du mois. La réalité aussi des contraintes nouvelles liées aux changements nécessaires à la lutte pour le climat, synonyme de dépenses nouvelles, de changements d'habitudes, de bouleversements de nos modes de production et de consommation, d'une remise en cause de nos sources d'énergie. Les Français n'attendent pas seulement que nous protégions des institutions ou des services publics qui fondent notre pacte républicain.
Il nous faut les consolider et donc les rebâtir, assurer leur renaissance. Cette renaissance nécessitera des investissements nouveaux et donc de conserver une économie en croissance. Parce que précipiter notre pays dans la crise par des décisions déraisonnables et des dépenses sans contrainte, ce serait faire porter à nos entreprises des charges insupportables au prix de la baisse de leur compétitivité. Ce serait abdiquer notre objectif de plein emploi, ce serait appauvrir les Français et ce serait in fine obérer la capacité de l'État à faire face à ses responsabilités. Pas d'augmentation de la dette, pas d'augmentation des impôts, voilà le seul cadre responsable dans lequel nous pouvons mener notre action. La renaissance que nous portons imposera que soit protégé le pouvoir d'achat et donc de poursuivre le travail entamé pour une fiscalité allégée. Trop d'impôts tue l'impôt et on ne combat pas l'inflation en l'alimentant. Souvenons-nous des mots si justes de Pierre Bérégovoy. La renaissance que nous voulons contribuer à faire émerger exigera que soient préservées les générations futures, donc de tenir l'objectif d'une dette publique contenue puis réduite, donc de continuer à renforcer notre Europe. Une Europe plus forte et plus souveraine pour résister aux nouveaux empires et aux nouveaux défis environnementaux, technologiques, sanitaires, migratoires qui ne connaissent pas les frontières. La présidence française de l'Union européenne a démontré notre capacité d'action collective sous l'impulsion du président de la République. Taxe carbone aux frontières, régulation des grandes plateformes numériques et solidarité indispensable avec le peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté. Quelle émotion de voir le drapeau européen entrer au cœur du Parlement ukrainien, à l'opposé de ceux qui voudraient ici l'en chasser. Je suis fière de m'exprimer devant lui. Je suis fière de m'exprimer devant lui. Il est aussi notre héritage et une part indispensable de notre avenir. La renaissance républicaine, enfin, passe par la réaffirmation de la laïcité comme fondement de notre bien commun, par la capacité à faire renaître le goût du métier pour des enseignants qui se sentent déconsidérés en tant que figures d'autorité et finissent par se sentir insécurisés. Et je vous parle ici en tant qu'élue d'un département qui a connu l'effroi avec la décapitation de Samuel Paty. Renaissance par le refus acharné des discriminations comme des assignations ou des enfermements identitaires, par la passion de l'égalité entre les territoires, entre les citoyens, par la défense de nos libertés publiques comme de la liberté d'entreprendre, par les opportunités offertes de s'extraire de sa condition de naissance ou d'avoir un accompagnement digne des personnes dépendantes ou handicapées, par la culture pour tous, condition évidente et nécessaire de l'émancipation. À chaque fois, Madame la Première ministre, que votre gouvernement sollicitera notre Assemblée pour mettre en œuvre des politiques publiques répondant à ces objectifs, vous saurez pouvoir compter sur le soutien plein et entier des députés de notre groupe. Ces réformes à venir, ces lois à rédiger, à amender, cette action de l'État à évaluer, les groupes de la majorité devront les aborder en tenant compte de la nouvelle donne politique de l'Assemblée issue des urnes le 19 juin dernier. Donc avec de nouvelles pratiques, donc avec un nouvel objectif, celui de concourir à une forme de renaissance démocratique. Après tout, nous ouvrir aux autres, intégrer les points de vue d'autrui sans préjuger de leur origine, dès lors qu'elles se situent dans l'arc républicain. Préférer le consensus sur les projets aux postures sur les idéologies, c'est dans l'ADN du mouvement que nous avons bâti avec le président de la République et qui justifie notre engagement. La co-construction des textes législatifs avec le gouvernement fut déjà une réalité lors de la précédente législature. Sans doute ne l'avons pas, nous, assez revendiqué. Et je veux ici rendre hommage à nos prédécesseurs et notamment à celles et ceux auxquels le sort électoral a été défavorable. Ils ne méritaient pas cette image injuste de députés Playmobil que certains se sont appliqués à leur accoler. C'était injuste, tout simplement parce que c'était faux. C'était faux, oui,
Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être encore plus déterminés, en étant par exemple plus imaginatifs et plus audacieux dans notre pratique des prérogatives du contrôle du Parlement. Notre présidente de l'Assemblée nationale a proposé des pistes pour améliorer l'efficacité de notre travail collectif. Je souhaite que nous en saisissions ensemble, au-delà de nos groupes respectifs. De même que je saisirai les membres de mon groupe, afin que nous adoptions pour nous-mêmes de nouvelles formes de fonctionnement qui contribueront à une renaissance de notre démocratie parlementaire, par une capacité à travailler davantage avec nos collègues des autres groupes politiques, en réinterrogeant par exemple la question des cosignatures de propositions de loi ou d'amendements avec des députés d'autres groupes de l'arc républicain. Ce débat, nous l'aurons et nous le trancherons. Cette volonté de renaissance démocratique n'est ni une fin en soi, ni une simple réponse à un équilibre politique inédit de notre Assemblée. Elle figurait dans le projet présidentiel, au travers de l'annonce d'une nouvelle méthode de gouvernement avec un but précis. Elle doit nous permettre d'élaborer et d'adopter des textes plus efficaces et plus en adéquation avec les réalités du pays. Des textes qui permettront aux Françaises et aux Français de se projeter. Des textes qui répondent à leur situation particulière et qui leur donnent collectivement confiance en leur avenir. Je veux en citer deux. Le premier, c'est celui qui portera les mesures pour garantir le pouvoir d'achat des Français. Ce projet est très attendu par nos concitoyens. Il porte une exigence d'efficacité, mais aussi de solidarité. Nous ne sommes pas tous égaux face au poids de l'inflation, et il nous reviendra de nous assurer que les mesures que nous porterons répondront bien à chacune des situations et atteindront réellement leur cible. Mais c'est aussi avec ce texte que nous pourrons montrer notre capacité à effectuer des compromis. J'entends que certains disent déjà ici qu'ils ne le voteront pas. Et pourtant, personne sur ces bancs estime qu'il ne faut pas répondre à l'urgence ou qu'il faudrait laisser faire. Personne n'a intérêt au blocage. C'est pourquoi je m'adresse solennellement à toutes les bonnes volontés de cet hémicycle. Avec ce texte, nous pourrons montrer aux Françaises et aux Français que nous avons entendu leur message. Avec ce texte, nous pourrons agir vite et fort pour améliorer leur vie quotidienne, pour revaloriser les minima sociaux, la prime d'activité, les pensions de retraite, les allocations familiales, pour instaurer un bouclier sur les loyers et limiter leur hausse, pour que chacun ait accès à une alimentation de qualité sans que jamais cela ne se fasse au détriment de ceux qui nous nourrissent. Sur ce texte, Madame la Première ministre, nous serons pour le gouvernement des partenaires loyaux et positifs, ouverts à la discussion et aux améliorations de nos collègues des autres groupes politiques dans le cadre de l'engagement que nous avons pris devant nos concitoyens. Ce qui vaut pour les projets de loi doit également valoir pour les initiatives parlementaires. Ce sont elles qui disent notre identité, qui nous forgent dans cette enceinte et auprès des Français. Alors oui, un grand oui, nous inscrirons le droit à l'IVG dans notre Constitution. Les droits des femmes ne sont pas un fonds de commerce, pas plus qu'ils ne seraient un sujet accessoire. Ceux qui disent que nous avons le temps d'attendre se trompent. D'autres démocraties l'ont pensé, qui voient aujourd'hui des femmes risquer 15 ans d'emprisonnement si elles ont recours à leur liberté fondamentale, ou encore une petite fille américaine de 10 ans, condamnée à aller au bout d'une grossesse conséquente d'un viol. Nous avons les moyens d'agir, alors nous agirons. Nous protégerons les femmes maintenant et pour demain, pour notre pays et pour les messages que notre pays envoie pour les femmes du monde entier. Nous aurons ainsi l'occasion d'engager ensemble, dans une logique transpartisane, une modification constitutionnelle par la voie de l'initiative parlementaire. Ce serait une première depuis 1958. C'est une prérogative que la Constitution offre au Parlement. Saisissons-la. Loyaux et fidèles au président de la République et au projet qui nous a conduits ou reconduits ici, certains nous diront soumis. Cela ne nous empêchera pas de réaffirmer notre loyauté et notre fidélité, loin des caricatures. Libres de porter nos combats politiques et de nouvelles conquêtes sociales pour les Français, on nous dira affranchis. Cela ne nous empêchera pas d'initier, de proposer,
fidèles au mandat que les Français nous ont confié. Nous l'avons déjà fait, sans jamais sombrer dans la démagogie et croyant résolument au rassemblement et au dépassement politique. C'est ce chemin de crête, cet en même temps du temps parlementaire que nous emprunterons, déterminé et serein, avec le groupe que j'ai désormais l'honneur de présider. J'en sais l'exigence et la complexité, j'en sais surtout la nécessité pour que les Français nous jugent utiles pour eux et pour leurs enfants. Je le redis, un président fort et une assemblée forte, voilà ce que les Français ont choisi. Mes chers collègues, j'ai commencé ce propos par notre Constitution. Je veux y revenir pour conclure. Parce qu'il est en fait incontestable. Si par leur vote du 19 juin, les Français ont sans doute exprimé des attentes fortes, des impatiences, des colères aussi, ils ont aussi clairement choisi de ne pas changer de République. En 1967, le président de Gaulle déclarait « Un jour viendra, sans doute, où notre Constitution, avec tout ce qu'elle implique, sera devenue comme notre seconde nature. » Il nous appartient aujourd'hui, par notre sens des responsabilités, par la pratique de notre mandat, de lui donner raison, car cela répond non seulement à nos convictions, mais aussi, mais surtout, au verdict des urnes. Démontrer que, collectivement, nous sommes capables de trouver dans notre texte fondamental les ressources pour que la France continue d'avancer, voilà ce à quoi nous sommes prêts au sein de notre groupe. Clair sur le cadre général, qui est celui de la cohérence du projet du président élu par les Français en avril dernier et que nous sommes engagés à contribuer à concrétiser. Clair sur les compromis que nous sommes disposés à construire avec toutes celles et tous ceux qui partageaient les valeurs républicaines qui nous animent, quels que soient les désaccords politiques qui peuvent nous distinguer par ailleurs. Clair et fidèle à l'esprit des femmes qui nous guident, comme ce fut le cas de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Luttez pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais faites-le d'une manière qui amènera d'autres personnes à vous rejoindre. Et Claire, enfin, Madame la Première ministre, sur le soutien que nous vous apportons ainsi qu'à votre gouvernement.